Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Rémi Loquet qui est directeur de l'innovation, de la recherche et de la formation pour l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. Toi, Rémi, tu es basé en Bretagne et ensemble, on va parler de la transformation des EHPAD, d'innovation surtout, mais comment transformer les EHPAD. Ce qui est sympa, c'est qu'on se retrouve après plusieurs années, parce qu'on a enregistré un épisode ensemble en octobre 2020 qui portait sur l'EHPAD dans les murs, où tu expliquais comment vous aviez mis en place un EHPAD dans les murs, je crois, basé sur un article 51. Et depuis, tu es de directeur d'EHPAD, tu es devenu directeur de l'innovation euh, au niveau de ton institution. Alors là, je suis en train de te faire ta présentation, alors que normalement, c'est plus à, c'est plus à toi. Donc, je vais m'arrêter là. Ce que je te propose, c'est de peut-être te représenter et puis de voilà, nous expliquer peut-être ton parcours. Est-ce que ça implique le changement de poste, de passer d'un directeur de l'innovation, donc on imagine un peu moins terrain que le directeur d'EHPAD, mais toujours connecté et complètement focus sur des projets, notamment de transformation. Si Oui, c'est tout à fait. toi, je te propose de te présenter. Merci Arnaud, merci beaucoup. Effectivement, c'est un plaisir de revenir après plusieurs années pour témoigner auprès de toi de ce qui a pu évoluer. Moi, je travaille au sein de l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. Donc, c'est une structure de 16 établissements privés à but non lucratif qui fait partie d'une congrégation, donc la congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve. Donc cette congrégation, elle est très ancienne, hein, elle a plus de 3 siècles et demi d'existence et son fil rouge au cours de toute cette période, ça a été d'accompagner les plus fragiles. Donc évidemment, avec selon le contexte historique, des formes d'accompagnement qui ont beaucoup évolué et je fais le lien beaucoup avec ce qu'on apporte aujourd'hui dans le cadre de la transformation, puisque c'est dans le même fil rouge finalement, c'est l'adaptation au contexte contemporain, notamment des besoins des personnes. C'est la chance de notre congrégation de tutelle d'avoir toujours été à l'écoute de ces changements sociétaux et de s'adapter à la manière d'accompagner les gens. Donc aujourd'hui encore, c'est toujours le cas. La congrégation très ancienne, l'hospitalité un peu plus récent. Les établissements auparavant étaient directement gérés par la congrégation. Ils avaient chacun une vie un peu indépendante. Et puis depuis 2010, ils sont regroupés au sein d'une seule et même structure qui est l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, avec la création d'un siège social qui s'est fait d'abord autour de cet établissement. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, il y a une évolution pour nous amener aujourd'hui à 16 établissements. Des activités très différentes, sanitaires et médico-sociales, très hétérogènes. Ça va des hôpitaux de proximité qui apportent des services d'urgence, de médecine, parfois de chirurgie également, jusque aux institutions médico-sociales, donc surtout les EHPAD aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de 3300 salariés qui travaillent à l'hospitalité et une présence essentiellement en Bretagne, mais également dans le sud de la France. Et depuis un an maintenant également en région Pays de Loire, puisqu'on a ouvert une maison de soins palliatifs à Nantes, centre-ville de Nantes, qui est donc une unité de soins palliatifs, mais sortie du cadre hospitalier. Donc ça aussi, c'est une innovation qui répond aux besoins et aux attentes des personnes fragiles qui ont besoin d'un accompagnement spécifique sur la famille. Comme tu le disais, de mon côté, il y a 4 ans, quand on s'était rencontrés, j'étais directeur d'une structure de l'hospitalité, donc un EHPAD au centre-ville de Rennes. Et puis, depuis maintenant presque 2 ans, j'occupe un poste différent. Donc, j'occupe le poste de directeur de l'innovation, de la recherche et de la formation, qui est euh,
quelque sorte la continuité, la suite de ce que j'ai pu apporter concrètement sur le terrain au cours des 8 années de direction d'établissement. C'était une création de poste, hein, dans le cadre du nouveau projet stratégique de l'hospitalité qui justement s'intégrait dans cette logique de transformation. Se dire que ce qu'on peut expérimenter sur le terrain de nouvelles approches, eh bien, l'objectif, c'est de donner une autre échelle pour accompagner l'ensemble de nos établissements à aller dans cette dynamique-là. Et c'est tout l'enjeu de la création de cette fonction-là. Donc pour moi, bah, c'était vraiment intéressant et important finalement de pouvoir œuvrer différemment à cette transformation, de pouvoir accompagner à une autre échelle bah, les établissements de l'hospitalité pour s'engager dans cette démarche-là, transmettre aussi ce qu'on a pu acquérir comme expérience de terrain dans l'établissement que je dirigeais auprès des autres structures, c'était vraiment fondamental. Et puis aussi voilà, avoir des moyens dédiés, une équipe dédiée à la transformation, c'est aussi donner un autre élan, une autre dynamique plus important. Donc voilà, je suis très content parce que ça a bien pris et aujourd'hui on est engagé dans des voies de transformation très concrètes et assez puissantes pour mieux répondre aux attentes des gens. Donc c'est très positif. C'est cool. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, qu'on doit te poser souvent aussi. Est-ce que ça te manque d'être sur le terrain avec les équipes, avec les résidents? Parce que du coup, comment tu fais? Peut-être, je suis sûr que tu continues à y aller, mais tu vois, c'est plus pareil. T'es pas tous les jours et puis directement concerné. C'est sûr que c'est un changement. Après, comme tu le dis, hein, c'est important pour moi de garder ce contact-là. Enfin, on n'existe pas, ce poste-là, cette direction, elle n'existe pas par elle-même, en fait. Elle existe pour des sujets de terrain, pour les établissements, pour les personnes qu'on accompagne. Donc, il serait illogique de ne pas avoir ce lien, de pas avoir gardé ce lien avec le terrain. Après, c'est sûr que la fonction de directeur d'EHPAD, elle est soumise à une intensité du quotidien, des aléas, des imprévus, des rencontres qui sont extrêmement riches. C'est sûr que ça manque un peu parfois. Là, on a ce petit sel du quotidien qui peut manquer. Mais voilà, c'est aussi très complémentaire, je trouve, dans une carrière, de pouvoir avoir une approche un peu différente, avoir la capacité de prendre un peu de hauteur parfois aussi au quotidien qui nous, voilà, qui nous prend beaucoup de temps parfois dans les établissements. Donc moi, je le prends voilà, comme une richesse tout en ayant cette exigence de pas perdre de vue vraiment la finalité et le pourquoi on est présent. Et donc ça passe par du contact terrain très fort pour continuer à ne pas s'écarter de ces enjeux-là. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est la possibilité d'être concentré sur un sujet toute une journée sans qu'il y ait d'interruption, en fait. Sans qu'on dise, ah, mais là, il y a un truc, là, il se passe ci, là, il se passe ça, faudrait aller voir un tel, faudrait rappeler un tel et tout ça. Et puis, et là, on se dit, mince, en fait, d'un coup, on avance, quoi. On peut Ouais, je construire. suis d'accord. Ouais, c'est ça, c'est enrichissant. Cette prise de hauteur et cette capacité effectivement à aller plus en profondeur parfois dans certains sujets. C'est vraiment enrichissant. Ouais. Mm. Alors, du coup, notre sujet, c'est la transformation des EHPAD. On avait parlé EHPAD dans les murs. Vous avez remporté un, voire peut-être même plusieurs CRT. En gros, quelle vision toi tu as ou quelle vision vous défendez sur la transformation des EHPAD? Alors on a obtenu 7 CRT même, donc D'accord. au niveau de l'hospitalité, ce qui est vraiment une vraie satisfaction parce que pour nous, elle s'inscrit, enfin, le fait d'accéder à cette mission-là s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a pu engager. Donc il y a, dans le cadre de l'article 51, on avait, avec la Croix-Rouge et la Mutualité française, développé ce que effectivement tu as intitulé les pas dans les murs, ce qui a un peu changé en termes de terminologie dans le temps. On l'appelle désormais le service vivant en autonomie à la maison. Donc les CRT, c'était notre contribution pour nous logique dans la continuité de ce qu'on a mis en place depuis quelques années.
Euh, c'est effectivement, on a contribué à l'écriture du cahier des charges, a été sollicité auprès du ministère de la Santé pour le cahier des charges des CRT. Donc, on a été rapidement au fait de l'ambition qui était portée par les pouvoirs publics dans ce cadre-là. Donc, on y a souscrit très rapidement, tout en ayant toujours une vision euh, un peu, alors pas décalée, mais un petit peu plus ambitieuse. Se dire que le CRT, on appelle CRT prescrit dans le cadre du cahier des charges, c'est une approche qui change pas mal de choses dans la mission des EHPAD, mais qui est peut-être encore un peu insuffisante dans cette logique de transformation. Donc, notre enjeu à notre niveau, c'est de nous appuyer sur ce centre de ressources pour aller encore un peu plus loin dans la dimension de transformation. Ça prend cette dimension de transformation, on la résume par deux approches complémentaires. D'une part, c'est pour nous l'enjeu, c'est que la personne, quel que soit son lieu de vie, donc que ce soit dans un domicile traditionnel, que ce soit dans une résidence autonomie, une résidence senior, ou que ce soit dans un lieu d'hébergement, finalement, ce qui va être le fil rouge, c'est de pouvoir accompagner la personne dans un cadre le plus domiciliaire possible. Donc ça, c'est vraiment un enjeu de transformation fondamentale. Ça veut dire concrètement nous tourner euh, vers l'accompagnement au domicile, comme on l'a fait dès les premiers temps à travers le dispositif Vivam. Et puis, c'est aussi nous appuyer sur cet accompagnement au domicile pour transformer la manière d'accompagner dans les murs les personnes de nos structures. Et en nous inspirant de ce qui se fait à domicile, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous. Donc, on a, pour mener cette approche-là, pour atteindre cette approche-là, on a un certain nombre d'expérimentations aujourd'hui qui sont engagées. On a notamment deux reconstructions d'établissements qui nous amènent à repenser l'architecture complètement des lieux. Donc notamment là où on retrouve majoritairement aujourd'hui des structures qui sont organisées sur des blocs, hein, un bloc par exemple d'une centaine de résidents avec des unités de 25 personnes. Eh bien, les reconstructions qu'on engage, elles visent à construire des maisons euh, plutôt en cœur de ville. Alors, rapprocher ces maisons-là, mais des maisons qui vont permettre à des plus petits collectifs de vivre. Donc, on sera sur des maisons de 7 à 14 personnes, avec voilà, tant visuellement que dans la manière dont elles sont équipées et organisées, le respect d'un cahier des charges qui nous conduit à mettre en œuvre des équipements, des matériaux, des manières d'accompagner les personnes qui se rapprochent le plus possible du domicile. Donc voilà, on a une réflexion très poussée sur le plan architectural. On est accompagné évidemment par des experts, par des personnes qui sont déjà passées par ces étapes-là. Et on a élaboré à chaque fois des cahiers des charges très exigeants pour respecter justement cette approche domiciliaire. Ça nous a amené à nous poser, à nous interroger beaucoup sur ce qu'est un domicile et comment une institution comme un établissement d'hébergement peut se saisir de ce qu'est un domicile. Et notamment, on a beaucoup remis en question, à titre d'exemple, dans les réflexions, est-ce qu'il faut qu'on équipe les, euh, les chambres, par exemple, de rails de transfert. C'est une approche qui s'est beaucoup développée au cours des 10 dernières années, hein, dans les structures médico-sociales. Il y a un vrai gain en termes de conditions de travail pour les professionnels, mais est-ce que finalement, équiper de manière complètement homogène toutes les chambres d'une structure de ce type d'équipement, est-ce que c'est ne pas s'éloigner finalement de ce qu'est un domicile? Donc à titre d'exemple, c'est ça. L'autre exemple, c'est est-ce que ces lieux doivent être fermés? On a un des projets qui est l'implantation de maisons pour accompagner des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Eh bien, la décision qu'on a prise, c'est par exemple de ne pas fermer les lieux par défaut. Donc, c'est par exemple voilà, le fermer la nuit comme on ferme un domicile, toi et moi, chez nous, pour éviter que quelqu'un rentre de l'extérieur dans notre lieu de vie. Par contre, le lieu n'est pas fermé si la personne a envie de sortir.
Donc voilà, c'est un certain nombre de principes d'accompagnement de choix d'organisation, de choix de matériaux qui nous ont conduits à tenir ce fil rouge qui est, comment on comment on s'empare de cette logique, dite domiciliaire dans nos structures. Et heu et l'enjeu, c'est évidemment de pas s'arrêter uniquement, aux structures qu'on reconstruit. C'est, évidemment, pas plus simple, mais ce sont des dynamiques différentes puisqu'on repense complètement. On a le terrain de jeu pour repenser complètement les espaces, l'architecture, l'équipement de nos structures, quand on les reconstruit. Mais l'enjeu, c'est bien de ne pas s'arrêter à ces projets-là et aussi d'aborder ces sujets-là dans les structures qui, elles, n'ont pas de projet de reconstruction à court terme. Et ça, c'est fondamental si on veut, répondre aux besoins des personnes, aux attentes des personnes. Aujourd'hui, il y a une image de l'EHPAD qui est dégradée, en particulier parce que, quand on y rentre, on est quand même loin d'un domicile aujourd'hui et pour nous, l'un des enjeux, c'est de permettre à la personne de vivre chez elle, heu, y compris dans les institutions d'hébergement. Et je me pose la question là, parce que un système par pavillon plutôt que par bloc, par maison, ça me fait penser à la notion un peu de village. Il y a le village Alzheimer dans les Landes. Est-ce que c'est ça l'idée ou est-ce que de rompre avec le côté gros établissement où en fait c'est pas un hôpital, mais un grand hôtel où on a toutes les chambres qui s'enchaînent et c'est vraiment un grand lieu de vie collectif? Mais comment vous faites communiquer ces maisons entre elles? Je pense plutôt Alors, à l'équipe. Tu vois, comment on passe de l'une à mmh, l'autre et comment on va pas avoir un peu trop de dispersion qui fait que on a du mal à être présent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais, tout à fait. Alors, pour répondre à ta question sur le village Alzheimer des Landes, on est allé le visiter parce qu'effectivement, c'est une expérimentation, qui rompt avec pas mal d'approches traditionnelles de ce qu'est l'EHPAD. Donc c'est en ce sens-là, ça nous intéressait beaucoup de pouvoir, pour aller voir de nous-mêmes ce que ça donnait. Après, il a des caractéristiques propres, ce projet-là, sur lesquelles nous on va probablement pas s'appuyer nous. En particulier, donc c'est un lieu, qui reste un lieu quand même fermé. Il y a, il y a Un peu à une l'écart, quoi. clôture. Ouais, et puis, voilà, c'est un lieu qui est éloigné, du Faut centre-ville. qu'il Je crois faire que en centre-ville. c'est plutôt en campagne. Donc, en dehors de ça, le reste est pour nous, une vraie source d'inspiration, hein, sur le maintien de l'autonomie, une approche qui est centrée sur la vie quotidienne de la personne et non plus, voilà, sur, la prise en charge de la dépendance, hein. Donc c'est pas que sémantique, c'est un enjeu extrêmement important. L'organisation de l'accompagnement, elle tourne autour de la vie quotidienne des personnes qui sont accueillies dans ces lieux-là. Donc c'est extrêmement important parce que le maintien de l'autonomie, le maintien des capacités, tous les chercheurs qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées le disent, l'enjeu, c'est de maintenir des capacités en continuant à faire un certain nombre de gestes de la vie quotidienne, en continuant à vivre le plus normalement possible et c'est vrai que ce village-là, il le permet. Il a une approche aussi, architecturale qui est très proche de la vision domiciliaire qu'on peut avoir. Mais effectivement, il y a deux éléments, nous, sur lesquels on souhaite, évoluer. C'est plus, la dimension inclusive. Donc, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de construire et d'ouvrir nos structures, dans des centres-villes, dans des lieux de vie, des lieux qui vont concourir à l'inclusion des personnes qui y vivent. De faire que ces personnes sont des citoyens à part entière. Donc c'est plutôt on travaille beaucoup avec les municipalités, avec auprès desquelles on est installé, pour, justement, travailler cette inclusivité et faire en sorte que les habitants de nos structures sont des citoyens à part entière. Donc ça veut dire travailler, sur les équipements, municipaux, travailler sur, l'urbanisation, travailler sur, l'accompagnement aussi des citoyens, des habitants des communes, que ce soit des habitants, des commerçants, des associations. On travaille beaucoup autour de ces sujets-là. Et puis le deuxième axe où on souhaite, un peu évoluer par rapport au projet de village Alzheimer, c'est, cette question de la liberté. Vraiment la liberté d'aller et venir, elle est fondamentale pour nous de la respecter. Heu, Enfermer, l'ensemble des personnes nous paraît aujourd'hui, inconcevable. On va,
On a une approche qui est globalement d'ouvrir les portes de nos structures et ce projet des maisons Alzheimer, il sera dans cette ligne-là. Ce sera de gérer, il y aura toujours à gérer effectivement des situations de risque, de flux, d'errance, enfin peu importe le terme qu'on y met derrière, mais sans restreindre la liberté de l'ensemble des habitants. C'est ça qui va être l'enjeu. Ça va être de nous focaliser sur l'accompagnement et l'attention à la sécurité pour les personnes pour lesquelles il y a le plus fort risque, donc notamment avec des technologies, avec des moyens humains, du bénévolat. Je parlais aussi des habitants de la commune. On souhaite construire des réseaux de bénévoles vigilants, par exemple, dans la commune, en se disant que eux, ils peuvent avoir aussi ce rôle de vigie si jamais une personne se mettait en danger ou partait de l'établissement. Eh bien, on pourrait s'appuyer aussi sur ces personnes-là pour qu'elles nous alertent et qu'elles puissent éventuellement même raccompagner, si besoin, les personnes âgées. Donc, c'est pour nous, on réinverse en fait la logique. C'est plutôt que d'avoir une fermeture totale des structures pour limiter le risque d'une poignée de personnes, eh bien, on préfère garder le principe de la liberté comme un acquis qui est pour l'ensemble des habitants, et puis après gérer au cas par cas les situations de manière très personnalisée pour proposer des solutions qui conviennent à chaque situation. Ok. C'est intéressant parce que dans ce que tu viens de dire, j'ai noté quatre mots-clés. Tu as parlé d'inclusion, de citoyenneté, l'autonomie et la liberté d'aller et venir, comment on la garantit. Et je trouve que c'est les critères les plus durs à justifier sur l'évaluation HAS. Tu vois, c'est Mm, les trucs pour lesquels tu te dis, on fait des choses, mais comment tu réponds précisément? Parce que la liberté d'aller et venir, tu vois, la grande majorité des établissements va pencher vers la sécurité. On mm, ferme, on met en sécurité. Et ça pose une grande question, et c'est pour ça que là, je trouve que enfin, c'est pour ça que c'est ma question, c'est pourquoi et comment, surtout, comment vous faites? Alors, j'entends un peu de technologie, il y a pas mal de choses qui peuvent aider. Les voisins vigilants, c'est clair que ça marche, mais ça marche bien en village. Moi, mm, tu vois, j'ai été directeur d'un établissement, il y avait une résidente, plusieurs fois, c'est des gens qui nous la ramenaient. Ils mm, disaient, ah, bah voilà, ou alors ils appelaient, ah, on a vu Madame Machin, elle est à tel endroit, tu vois. Et du coup, bon, on allait la chercher et ça marche bien. En ville, c'est chaud. Donc, mm, tu vois, tu peux pas, ça marche moins bien. Mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est vers ça qu'il faut aller. Maintenant, ça reste super compliqué. Et tu vois, en EHPAD, je reviens sur un autre mot-clé, c'est la citoyenneté, et notamment avec le maladie d'Alzheimer. C'est super compliqué à aborder. Et même sans maladie d'Alzheimer, parce que les résidents, tu leur demandes, bah en fait, est-ce que vous voulez vous impliquer dans tel ou tel truc? Comment vous voyez la citoyenneté? Pour moi, tu vois, tous les gens quasiment que je rencontre, et même dans le cadre des évaluations, les résidents traceurs, tu vois, ils disent, mais moi, en fait, je m'en fous, j'ai pas envie. Moi, je suis tranquille, qu'on vienne pas m'embêter, je suis bien, tout va bien, j'ai pas envie. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve un peu coincé en tant qu'établissement à se dire, bah, en fait, je dois promouvoir de l'inclusion, de la citoyenneté avec des personnes qui n'en ont pas forcément envie, mais derrière, je suis jugé sur ben, le résultat. Alors, pas forcément le résultat, ça peut être les moyens. Mais bon, c'est super compliqué. Et là, ce que je trouve intéressant, avec la réintégration dans un centre-ville, mais voilà, dans une reconstruction, c'est ouais, comment on arrive à faire rentrer des gens, à faire du lien avec le quartier. mm. Est-ce que toi, tu as une vision ou au moins, ou peut-être une technique là-dessus? Qu'est-ce que vous avez Ouais. vu? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, il y avait deux questions. Je reviens sur le sujet de la liberté d'aller et venir, le Ouais, comment on fait. On a mené deux expérimentations auprès d'équipes qui accompagnaient des personnes dans le cadre d'unités Alzheimer dans nos établissements. Alors pour le coup, dans des cadres qui ne sont pas reconstruits, hein. Là, on est vraiment dans des logiques qu'on peut retrouver dans beaucoup de structures. Donc, dans un des établissements, donc l'équipe a décidé d'ouvrir les portes de l'unité, en tout cas de pas de plus les fermer. ouais, Euh, et donc voilà, ils ont une approche, comme je disais, où finalement, en étudiant avec attention le profil des personnes qu'ils accompagnent, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait principalement une personne pour lequel il pouvait y avoir effectivement un risque particulier potentiellement. Cette personne-là, ils l'ont équipée en lien avec la famille, en lien avec la personne
dans la mesure du possible, ils l'ont équipé d'un capteur GPS. Et, Ouais. euh, voilà, ils ont décidé de raisonner de cette manière-là en se disant que la contrainte d'une solution, elle ne doit pas impacter l'ensemble des usagers de la même manière, en fait. C'est en fonction des besoins, en fonction de la situation de chacun, en fonction de l'individu. Il faut qu'on se force à trouver des solutions qui conviennent à chaque situation. Ça a vraiment été leur leitmotiv. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui, ils ont une personne uniquement de l'unité qui a une solution euh, plus contraignante, plus envahissante que la fermeture d'une porte. C'est le capteur GPS qui est installé pour cette personne-là. Le capteur, donc, il est relié à une plateforme. Si la personne sort et qu'elle dépasse un certain périmètre autour de la structure, eh bien, les professionnels sont alertés et vont le rechercher. Ils ont en direct en fait sa localisation et ça permet de pouvoir le recueillir sans difficulté. Euh, c'est vraiment, enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça réinverse, je le disais tout à l'heure, ça réinverse complètement la logique en fait des solutions qu'on peut apporter. Il y a une pression aujourd'hui sociale qui est très forte sur la question de la sécurité. Faut pas se cacher, hein. Le travail, il a été long hein, dans cette équipe-là, notamment le travail auprès des familles, puisqu'Ouais. il y avait la représentation qui était quasi homogène auprès de toutes les familles, de se dire, moi, si mon proche il est dans une unité Alzheimer, c'est pour des questions de sécurité. Donc forcément, si du jour au lendemain, on leur dit bah, on va ouvrir la porte qui pour eux représente la solution de sécurité, ça peut générer des inquiétudes, ce qui est tout à fait légitime. L'enjeu, c'est de convaincre et d'accompagner. Donc là, c'est vraiment ça a été le rôle de l'équipe, hein. J'y reviendrai après sur les sujets de management et d'organisation. Ces sujets-là sont certes des sujets d'institution, mais c'est surtout des sujets qui doivent être portés par les personnes qui accompagnent au quotidien les usagers concernés. Elles se sont vraiment emparées de ce sujet-là, elles ont pris la décision d'elles-mêmes en fait de mettre en œuvre cette approche-là. L'autre expérimentation, alors là, c'était différent. C'est dans le cadre du projet de reconstruction de maison Alzheimer. Elles verront le jour en 2027. Donc, d'ici là, on a un petit peu de temps pour se préparer. On avait face à nous une équipe qui pouvait être un petit peu sceptique, justement, autour de ces principes de liberté d'aller et venir. Ce qu'on a organisé avec elles, c'était un séjour immersif. Donc, elles sont parties pendant une semaine. On a loué une maison normale, donc un gîte en fait. On a loué un gîte, ce qui est le plus normal. Et elles sont parties pendant une semaine avec un groupe de 7 habitants. Donc c'est la taille du groupe hein, qu'on aura demain dans les maisons, dans chaque maison. Donc elles sont parties pendant une semaine et elles ont vécu dans ce gîte, donc qui n'était pas un gîte fermé, qui était un gîte avec des escaliers, qui était un gîte qui était à proximité d'autres habitations, avec des équipements, tout ce qu'il y a de plus domiciliaire. Elles ont vécu pendant une semaine dans ce lieu-là. Et, euh, et le retour était vraiment enrichissant parce que on a senti en fait un vrai changement dans leur approche du jour au lendemain. En revenant, elles se sont complètement projetées dans la vie de demain, dans les futures maisons puisque cette expérience-là leur a levé tous les doutes qu'elles pouvaient avoir. Elles se disaient auparavant, bah, les personnes vont sortir, on va pas réussir à les tenir, ça va être impossible. Et en fait, elles se sont rendues compte que parmi le groupe de 7 personnes, il y a une personne qui, à un moment donné, a décidé par elle-même d'aller faire un tour dehors, toute seule. Elle a ouvert la porte, elle est partie, elle a fait 50 mètres, elle a regardé chez les voisins, et en fait, elle est revenue par elle-même. Et ça a été vraiment un déclencheur très fort pour cette équipe-là de se dire, bah, c'est vrai, on enferme les gens parce qu'on suppose un risque fort a priori, mais dans la réalité, c'est pas tout à fait le cas en fait. Voilà, et puis je te passe après dans l'évaluation tout ce qu'on a pu mesurer en termes de qualité de vie pour les usagers. Enfin, voilà, ils sont revenus gonflés à bloc en fait pour le projet de demain dans les nouvelles maisons, mais sur le sujet de la liberté d'aller et venir, c'était vraiment ça a été un déclencheur très fort pour faire accepter aux équipes l'idée que on pouvait vivre autrement et qu'on n'était pas obligé d'enfermer les gens 24 heures sur 24, tout simplement. Sur la citoyenneté, qui était ton sujet, alors sur les maisons Alzheimer, par exemple, on a pris la décision de ne pas créer
de services dans le périmètre en fait des maisons. Donc par exemple, pas de restaurant, tu vois, on parle beaucoup des tiers-lieux, des restaurants qu'on peut ouvrir dans les EHPAD, etc. On a décidé, dans la mesure où les maisons étaient créées en centre-ville, de plutôt travailler à rendre accessibles les commerces aux personnes qui vivent dans les maisons. C'était ça l'enjeu en fait. Plutôt que de recréer dans les murs des services qui feraient venir des gens de l'extérieur, c'est plutôt pour nous l'ambition de permettre à des personnes qui ont envie d'aller de manière accompagnée, adaptée, voilà, que ce soit en termes de circulation, en termes de mobilité, de pouvoir recourir aux services que propose traditionnellement une commune. Et de rencontrer dans ce cadre-là des populations très différentes, des enfants, des actifs, etc. Et non pas vouloir coûte que coûte faire venir en fait des gens dans les murs de nos structures, c'est pas toujours pertinent en fait. Je pense il faut avoir une approche un peu différente. Donc on va pas créer de service. Par contre, on accompagne aujourd'hui les commerces pour qu'ils s'adaptent à accueillir demain cette nouvelle population. Et ça marche comment? Vous allez les voir, vous leur faites visiter, comment comment on peut inclure le quartier? Parce qu'en général, moi j'ai tendance à penser que le quartier, il s'en fout un peu. Tu vois. Non, Limite, alors comment on va ouais. nous mettre des gens qui ont Alzheimer? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Alors, il y a 2 éléments importants. Pour, trouver le lieu où on allait construire les maisons, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès de plein de communes pour que les communes nous présentent un projet. Pour nous, c'était l'enjeu fondamental, c'est-à-dire que, derrière, cette implantation, il y a un vrai projet, municipal, en fait. Que ce soit pas, D'accord. et enfin, les planètes ont été alignées. On avait une équipe municipale qui était hyper motivée, voilà, ça se passe à Effignac, hein, dans les Côtes-d'Armor. Il y a un maire qui est ultra motivé, ultra dynamique sur le sujet, avec une équipe municipale autour de lui qui est vraiment engagée. Et donc, on a construit une méthode depuis quelques mois. On a commencé par mettre en place un forum citoyen. Donc, pendant une journée, on a fait participer les citoyens de la commune à une journée de réflexion et d'échange autour de la maladie d'Alzheimer. Et puis depuis, ce qui en est sorti en fait de ce forum, c'est des pistes de travail d'ici l'ouverture des maisons, pour justement travailler sur cette dimension d'inclusion. Donc, notamment, ce qui a émergé, c'est le déploiement d'une formation à destination des citoyens pour qui connaissent ce qu'est la maladie d'Alzheimer et les bons réflexes à avoir quand je rencontre quelqu'un qui est un peu désorienté. Et donc, bah, derrière, on a organisé des ateliers, toujours en lien avec la municipalité, pour construire concrètement en fait ce qui est ressorti de ce forum. Donc il y a ce sujet de la formation. On a évoqué également bah, tout l'aménagement urbain dans le cadre-là. Donc c'est intéressant. Le rôle des commerces aussi, comment j'adapte les visuels de mon commerce, comment je rends plus accessible mon commerce à des personnes qui ont des problématiques de désorientation. On a évoqué à ce moment-là aussi les voisins vigilants, hein, c'est là où ça a émergé cette idée-là. Donc voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine, mais pour nous, ça s'est beaucoup appuyé, surtout sur la dynamique communale, sur l'équipe municipale notamment. Il fallait avoir un soutien fort, sinon c'est extrêmement compliqué. Bien sûr. Non, c'est impressionnant tout ce que vous avez pu faire. Vous avez commencé quand ce projet-là? Eh bien, on l'a Notamment. démarré au mois d'avril 2023. Donc ça va faire un an là. Donc on travaille Ouais, sur le programme architectural depuis 6 mois. Là, on est en train de le finaliser. Sur l'évolution des pratiques, bah, on a cette idée du séjour immersif avec derrière des transformations dans la manière d'accompagner les gens déjà dans le contexte d'aujourd'hui. Et puis il y a un fort volet, très très fort volet d'inclusion où là on travaille beaucoup avec la commune pour préparer justement l'arrivée de ces nouveaux citoyens. le séjour immersif, c'est vraiment génial et super bien pensé. Ça m'a fait penser alors, séjour immersif en même temps dans un gîte, c'est les séjours vacances, mais c'est vrai que les séjours vacances en général, il y a un peu moins de monde. Et ce que les retours, moi, que j'ai eu à chaque fois des équipes, mais c'est impressionnant, on ne reconnaît pas les résidents. En Ouais. gros, ils sont pas à l'EHPAD, mais ça, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder
avec Stéphane Adam, c'est la notion de à l'hôpital, on est un malade, à l'EHPAD, on est une personne âgée dépendante, et en fait, en vacances, on est un vacancier. Et à chaque fois, on nous dit ça, des résidents qui font rien tout seuls, et ben quand ils sont en vacances, ils font tout seul, il n'y a pas de problème, en fait, il n'y a plus de problème. Et c'est vrai que si on Exactement. arrive à recréer ça au quotidien, à la fois, bah, c'est quand même une qualité de vie pour la personne qui est quand même beaucoup mieux, et même pour les équipes, en fait. Tu te dis, Mm. le métier, il est complètement différent. Tu n'es plus dans la prise en charge où tu dois enchaîner les soins et tout ça. Là, tu arrives dans un environnement où bah, tu es dans l'accompagnement, tu fais avec et où tu as du résultat. Et ça, c'est Exactement, ouais. génial. En fait, tu as tout à fait saisi, hein, c'est complètement ça la norme, en fait. Enfin, ça devrait être ça la norme, c'est-à-dire l'accompagnement dans une vie quotidienne, en fait. Et alors, on peut l'appeler comme on veut. Nous, on l'appelle approche domiciliaire, quel que soit le lieu de vie, mais c'est ça l'esprit. Pourquoi, effectivement, dès qu'on rentre dans une structure d'hébergement, on fait fi totalement de la vie de la personne et on prend en charge, enfin, l'acronyme est terrible hein, de l'EHPAD, on prend en charge la dépendance. En fait, ça résume parfaitement l'état d'esprit dans lequel sont réfléchis les EHPAD aujourd'hui. Ce sont des structures qui prennent en charge la dépendance. Donc, c'est-à-dire on fait à la place, on focalise beaucoup sur la question du soin. C'est un sujet central. Et en fait, on relègue à un second plan la question du lieu de vie. C'est la faute de personne, c'est surtout pas la faute des professionnels, il faut vraiment le dire. Les professionnels aujourd'hui sont autant victimes que les usagers de ce modèle-là. Si d'ailleurs aujourd'hui on a des problématiques de vocation, des problématiques de fidélisation, d'attractivité dans le secteur, c'est probablement parce qu'aujourd'hui ce modèle-là, il a une perte de sens, il donne une perte de sens en fait aux professionnels. Et si demain on transforme ce modèle-là, évidemment, l'enjeu, c'est surtout de répondre aux attentes des usagers. Mais par ricochet, on va aussi renforcer l'attractivité des structures. Si demain, on dit aux professionnels, votre rôle, c'est plus de faire 15 toilettes dans la matinée entre 9 heures et 11 heures. Votre rôle, c'est d'accompagner la vie quotidienne d'une personne et de répondre à ses besoins. Donc, en vous donnant l'autonomie pour le faire, en vous donnant des ressources, en vous donnant évidemment des compétences aussi ça nécessite aussi de développer les compétences des professionnels. Nous, on le voit hein, dans les établissements dans lesquels on a initié cette transformation. En termes de fidélisation, c'est incomparable aujourd'hui. En termes de qualité de vie au travail, c'est pareil. Donc, il y a un vrai enjeu. C'est pas qu'un enjeu de répondre aux attentes des usagers, mais il y a aussi un vrai enjeu d'attractivité sur le secteur. En tout cas, on y répondra très fortement. Ouais, non, c'est génial. Est-ce que vous avez une inspiration particulière, par exemple, ça me fait beaucoup penser petite maison, c'est Carpe Diem, tu vois, ou Mm. pardon, ou voilà, ou est-ce que sur quoi d'autre vous vous êtes appuyé pour construire tout ce projet? Ouais. Pour ce projet-là, on avait organisé une journée de lancement au mois d'avril dernier. Voilà, un événement un petit peu fondateur, symbolique. Il y avait deux parties. Il y avait une partie l'après-midi qui était pour poser un peu de construction, pour poser un peu les bases du projet des maisons Alzheimer. Et puis le matin, on a eu plus un format de témoignage justement que c'était possible. En fait, on voulait faire comprendre aux différentes parties prenantes. Donc, il y avait des professionnels, des usagers, le conseil départemental, l'ARS, le bailleur social avec qui on travaille, enfin bref, toutes les parties prenantes du projet, leur faire comprendre qu'un autre modèle est possible et que ailleurs, il y en a qui ont déjà essayé, qui arrivent. L'objectif, c'est pas de copier ce que font les autres, hein, c'est pas du tout ça, mais effectivement, il y a des sources d'inspiration sur lesquelles on peut s'appuyer parce que les résultats, ils sont positifs. Donc, on a fait intervenir comment, Nicole Poirier, effectivement, qui est la fondatrice de Carpe Diem, voilà, qui a témoigné, elle, de l'expérience assez ancienne qu'elle a au niveau des maisons Carpe Diem, puis qui sont effectivement un peu dans le même esprit avec des structures ouvertes où on gère la sécurité non pas en fermant par défaut, mais bien en personnalisant l'accompagnement et en faisant en sorte que les gens ont envie de rester finalement dans la structure.
avec des maisons qui sont créées comme des maisons et pas comme des institutions. On a fait témoigner également, c'était compliqué, donc on a plutôt pris un témoignage qu'elle avait déjà réalisé, mais Blandine Prévost, qui est la fondatrice des maisons de Crawl Ouais, dans le Jura, qui est d'inspiration aussi de Carpe Diem, mais voilà, dans une et en approche un France. petit peu différente. Comment? Et en France, tu vois, ce qui Et permet en aussi France, de se. tout à fait. Ouais, On tout peut à dire, fait, ouais, ouais. mais ça, c'est le Canada, eux, ils peuvent, nous, on peut pas. Ouais. Là, c'est Non, en non, non, France, non, c'est tout dans à le fait. Jura. Ouais. On a fait témoigner aussi, elle nous accompagne sur ce projet-là, c'est Fanny Cérez, donc, qui est une architecte qui travaille justement sur les logiques de transformation domiciliaire des structures pour personnes âgées, et qui nous a aussi ouvert beaucoup la vision par rapport à des expériences étrangères, notamment les Pays-Bas. Pays-Bas, il y a une dizaine d'années, on fait le choix radical en fait de ne plus avoir d'EHPAD et de considérer que tout est un domicile et d'organiser l'accompagnement de l'ensemble des personnes âgées en perte d'autonomie dans cette approche domiciliaire. Alors ça peut permettre parfois des regroupements de personnes âgées, mais le principe c'est que quel que soit le lieu de vie de la personne, en fait, ce sont des domiciles tout simplement. Et, euh, et l'accompagnement est adapté en conséquence. Donc c'était plutôt intéressant et elle travaille beaucoup sur l'aménagement de ces nouveaux lieux-là. On travaille avec un programmiste aussi qui s'appelle Pascal Mollard, qui a une grande expérience sur ce type de projet-là. C'est d'ailleurs lui qui a fait le programme architectural des maisons de Crolles à l'époque, donc il y a maintenant quelques années. Donc il a aussi cette expérience-là. Donc voilà, et il y a Kevin Charras aussi, peut-être que tu connais, qui est un chercheur qui dirige le Living Lab du CHU de Rennes, qui a travaillé depuis très longtemps sur l'adaptation pour la manière d'accompagner les personnes désorientées. Donc il nous est d'une aide très précieuse aussi sur tous ces sujets-là. Donc voilà, on s'est ouvert, on s'est dit, on a des idées, on a une vision très claire sur ce qu'on veut faire, mais ce qui est important, c'est de montrer aussi et de nous faire accompagner par des personnes qui ont déjà mené des choses concrètes pour se transformer. C'est clair. Comment vous faites pour la transformation quand il n'y a pas de reconstruction? Ça passe par quoi? Alors, c'est un sujet effectivement important. Par exemple, l'un des établissements qui est en projection de reconstruction, aujourd'hui, il a mené une transformation dans son environnement actuel. Donc, notamment, il y a plusieurs aspects. Ça rejoint quand même le sujet du centre de ressources un petit peu. Il y a déjà un changement dans la mission de la structure. Euh, il faut quand même reconnaître que nos établissements, ils sont pas forcément aidés aujourd'hui. Ils arrivent dans les situations qui choisissent pas en fait de venir dans nos établissements, de venir vivre dans nos établissements. Donc ça nous aide pas beaucoup quand même. On a des structures qui sont très étanches par rapport à ce qui se passe avant au domicile. Et grosso modo, on recommence tout à zéro. Au-delà des critiques qu'on peut avoir sur le modèle et la manière d'accompagner les gens, on n'est vraiment pas aidé en fait. On arrive de manière très étanche en bout de chaîne et il faut tout recommencer à zéro, il faut tout reprendre à zéro. Donc on fait des erreurs, on n'accompagne pas bien les gens, on ne saisit pas exactement la manière dont ils vivaient à domicile. Donc on pense mettre en place des modalités d'accompagnement qui leur correspondent, mais en réalité, c'est pas comme ça qu'ils vivaient. Donc, pour nous, le centre de ressources, c'est justement cette capacité à changer la mission et le rôle de nos structures, passer d'une logique où on a des structures qui sont dédiées à l'hébergement, uniquement à l'hébergement, à des structures qui deviennent des structures à vocation plus territoriale et dont la mission, c'est d'accompagner des parcours de vie. Euh, voilà, c'est dans la suite de l'EHPAD dans les murs, finalement, où aller au domicile des personnes, ça nous a permis de voir que, en fait, il n'y a pas de continuité du tout entre la manière dont on accompagne les personnes au domicile et la manière dont on accompagne les personnes dans les murs de nos structures. Donc, ça peut pas bien se passer. Il y a tellement de choses qui sont mises en place au domicile, notamment par les aides à domicile, par différents acteurs, que dès que la personne rentre dans les murs, il y a une forme de rupture qui est assez brutale.
En plus, cette rupture-là, elle vient souvent d'un accident de vie, elle découle en tout cas d'un accident de vie, elle découle d'une la perte d'un proche, d'une chute. Donc, les choses se font de manière très contrainte. Le centre de ressources, la vision qu'on en a, c'est une transformation vraiment profonde de la mission où sur un territoire, eh bien, en propre et de manière partenariale, on va animer les réponses qu'on va proposer aux personnes âgées en fonction de leur parcours de vie, en fonction de leurs besoins. C'est vraiment une réflexion de proximité, d'un territoire de proximité, qui est surtout pas une réflexion une réflexion complètement fermée, c'est une réflexion complètement ouverte sur un territoire. On est dans des constructions de gouvernance très ouvertes hein, sur nos centres de ressources. On y associe les partenaires de manière très importante. Et, et ça nous amène à changer radicalement certaines organisations de nos établissements. Là où dans un EHPAD, on retrouve une commission d'admission voilà, qui reçoit des dossiers, qui étudie les dossiers, puis qui dit aux gens, bah, écoutez, on vous rappelle quand on aura une place. Dans le centre de ressources, cette commission, elle a un autre rôle, par exemple. C'est une commission d'accompagnement des parcours de vie. Donc on reçoit le dossier, on l'étudie, si effectivement la solution pour la personne, c'est une proposition d'hébergement et qu'elle n'est pas possible tout de suite, eh bien, on va travailler avec les partenaires pour essayer d'apporter une solution temporaire, une solution étayée, un accompagnement qui permette à la personne de continuer à vivre dans son environnement dans la période où on pourra lui proposer un accompagnement, une autre forme d'accompagnement. C'est aussi, par exemple, des personnes qui sont accompagnées par les aides à domicile. On verrait poindre chez certaines de ces personnes-là une perte d'autonomie, des fragilités qui s'accentuent. Eh bien, on va réfléchir ensemble à quel service, quel accompagnement on peut proposer en évolution. Ça peut être le volet 2 du CRT, donc qui est le dispositif Vivam tel qu'on l'avait construit. Ça peut être aussi simplement de la sécurisation de la vie à domicile, donc l'installation d'objets connectés et puis une réponse aux situations d'urgence. Ça peut être des ateliers de prévention. Enfin voilà, c'est une dynamique très différente qui situe plus uniquement l'établissement en tant que lieu d'hébergement, qui arrive une fois qu'il y a un accident de vie et on y rentre de manière non choisie, mais bien une structure qui vient s'intégrer dans un écosystème territorial et qui vient réfléchir avec d'autres aux meilleures manières d'accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie. C'est un changement assez radical. On l'avait pressenti au moment de l'expérimentation article 51, puisqu'on voyait des personnes qu'on accompagnait dans le cadre de l'accompagnement renforcé à domicile, qui, à un moment donné, entraient en hébergement dans nos structures. Et cette forme de continuité, on a pu la mettre en place. Se dire, on a préparé l'entrée, elle n'est pas issue d'un accident de vie de manière brutale du jour au lendemain. La personne choisit le moment où elle a envie de rentrer dans l'institution, et puis surtout, il y a une continuité de l'accompagnement. Avec les équipes qui accompagnent à domicile la personne, eh bien, elles continuent pendant un certain temps à venir dans les murs de l'EHPAD, proposer, continuer à accompagner pour qu'il y ait la personne, pour qu'il y ait une vraie continuité d'accompagnement. Et ça a été vraiment un révélateur pour nous, nous dire que la mission d'EHPAD, elle doit vraiment ne pas se limiter à ce qui se passe dans ces murs. Elle doit vraiment tenir compte du parcours de vie des personnes et s'intégrer dans ce parcours de vie. Donc C'est vrai voilà. que plus on commence tôt l'accompagnement, et pas au moment où c'est le fond de la fin de la crise, tu vois, où c'est vraiment que tout le monde en peut plus et que du coup, il faut une nouvelle solution. C'est vrai que plus on peut l'anticiper, et notamment avec le CRT, repérer les signes un peu précurseurs à domicile et pouvoir commencer à créer du lien, c'est sûr que, c'est Mm. sûr que ça change. Donc ça, Euh, c'est un des éléments où c'est possible dans toutes les structures, hein, pas uniquement les structures qu'on reconstruit, se positionner différemment, être dans une mission plus élargie. Il y a aussi le sujet du management. Je crois il y a un vrai enjeu qui tourne autour, qui lié au management. Ce management, il doit se transformer, il doit notamment permettre aux équipes qui accompagnent au quotidien les usagers d'avoir beaucoup plus d'autonomie. Ça, c'est un vrai enjeu
concerne pas que les projets en reconstruction, c'est un sujet qui concerne l'ensemble de nos structures. Donner de l'autonomie, c'est un gage d'un accompagnement qui correspond plus aux besoins des personnes. Permettre aux équipes de réfléchir par elles-mêmes, en leur donnant la capacité de le faire dans leur quotidien, c'est vraiment un enjeu fondamental de s'organiser tel qu'elles pensent le mieux pour la qualité de l'accompagnement. Animer le dialogue avec les usagers, c'est leur rôle. Enfin voilà, c'est leur donner vraiment cette capacité à être dans l'autonomie, choisir leurs propres organisations, hein. Nous, ça nous a amené, déployer cette approche des équipes autonomes, ça nous a amené, par exemple, à re-questionner, notre accord sur le temps de travail. On a aujourd'hui un accord sur le temps de travail dans nos structures qui limite à 10 heures, de travail quotidien les, heu, les modalités d'organisation, dans nos EHPAD. Eh bien, certaines équipes nous ont dit: «Bah, nous, on aimerait tester un travail en 12 heures en EHPAD». Alors on s'est dit: «Bah, 12 heures en EHPAD, c'est quand même chaud» et bah, on dit: «Bah, écoutez, c'est votre décision, OK, on vous donne l'occasion de le tester» et heu parce que c'était un choix des équipes et le résultat est très bon, en tout cas c'est peut-être pas pour toutes les équipes, mais sur les équipes qui l'ont testé, elles nous disent que la journée de 12 heures, par exemple, on s'y attendait pas du tout, elle est moins, fatigante qu'une journée en 7 heures ou en 10 heures. Parce qu'en fait, une journée en 12 heures, j'ai plus la capacité de m'organiser, je suis moins pressé par le temps, en fait. Et ça, je pense on aurait eu du mal à l'admettre, nous, si, on n'avait pas, initié ce mouvement-là à partir d'équipes autonomes, qui nous auraient dit: «On a envie de tester, on vous fera un retour, on vous dira, ce qu'on pense le mieux en termes d'organisation». Et le retour de ces équipes-là, ça a été: «Bah oui, cette organisation-là, elle nous donne, plus de latitude pour, décider, sur, les modalités d'accompagnement au quotidien». Donc on a moins la pression en fait de la montre. On a l'impression de moins courir, on a l'impression d'être beaucoup plus, à l'écoute des usagers et en fait, si effectivement la journée est plus longue, elle est beaucoup moins dense en fait et ça en termes de qualité de vie, c'est incomparable. Bien. Et équipe autonome, on en parle beaucoup à domicile, entre les approches Burzorg et tout ça, mais vous, du coup, vous l'avez aussi mis en place en établissement. Oui, tout à fait, ouais. Ça fait Et 2 ça ans se qu'on lance des expérimentations. matérialise comment? Je veux dire, c'est quoi sur quel degré d'autonomie, quelle décision revient à l'équipe? Enfin, qu'est-ce que ça change sur un établissement? Alors ça, c'est une décision, on n'a pas homogénéisé, D'accord. l'approche autonome. On a formé tous les cadres, tous les managers du groupe à, développer, à déployer en tout cas et avoir un management qui est propice à déployer ce type d'approche-là, en leur disant bien que, bah, la première étape, c'est justement de construire le cadre de l'autonomie dans lequel, le cadre dans lequel va s'exercer l'autonomie dans leurs équipes. Donc chez certains, eh bien, on va avoir des niveaux d'autonomie, très forts, qui vont aller très, très loin et d'autres un petit peu moins effectivement dans la manière d'animer l'autonomie. Ok. Mais, ouais, En fonction de la c'est culture et des ouais, habitudes de chacun. Et ouais, c'est c'est super. ça. Ouais, mais c'est Super, plutôt, super. voilà, très vertueux et puis ça a des effets aussi, très forts sur la qualité de l'accompagnement, sur, l'attractivité, la fidélisation. Enfin, voilà, on en revient toujours au même sujet. Ok. Eh ben, je pense qu'on a fait un très bon tour de la question. C'est vraiment sympa et intéressant de voir qu'on part il y a 3 4 ans les pas dans les murs dans lequel l'établissement commence à regarder un petit peu à l'extérieur. Ensuite, on a le CRT. Pardon. Ensuite, on a le CRT qui rend les choses encore plus concrètes et complètes aussi et puis avec des moyens. Et c'est marrant parce que du coup, vous allez encore plus loin après avec les maisons autonomes donc, qui permettent d'avoir une approche ouais, vraiment domiciliaire, quoi. On recrée des domiciles. Après, ça m'étonne pas, enfin, je veux dire, avec les experts qui vous entourent et notamment Fanny Cérès, c'est un épisode de podcast dans lequel ça m'avait assez marqué où elle dit, en gros, il faudrait que les EHPAD, on ne soit pas sur des chambres, même si on va parler de logement, mais la vraie vie, c'est qu'un studio, c'est une chambre, qu'on soit sur des T2 qui ressemblent à Mmh. une maison, à un domicile.
Et je Mm, pense que vous, sur un projet architectural un peu plus petit, alors après, je pense que ça prend plus de mètres carrés, donc c'est un investissement, mais qui va être très positif pour tout le monde, que ce soit les résidents, les équipes, les familles. Mais oui, il faut d'abord que le bâtiment ressemble plus à une maison si on veut en faire une maison, parce que c'est ça que les gens veulent, c'est être chez eux. Et puis mm, après, clairement, en termes de management, redonner de l'autonomie, voire du pouvoir aux équipes, c'est aussi c'est la clé, quoi. On le voit sur tout les à fait. équipes Hein. autonomes, on le voit. Donc c'est top, ouais, vous avez bien avancé. Ouais. On a hâte, voilà, sur certains aspects, de voir sortir de terre, hein, notamment les établissements qui sont en reconstruction. Mais au-delà de ça, et sans attendre cette échéance-là, il y a des bénéfices à très court terme qu'on perçoit déjà dès aujourd'hui sur ces dynamiques-là, pour la qualité de l'accompagnement. Et ouais, il y a des déclics qui se font, et il faut vraiment ne pas penser que ce sont des démarches intellectualisées à outrance. Il y a des vrais. Moi, c'est mon rôle aussi en tant que directeur de l'innovation, c'est de surtout repenser l'accompagnement autour des questions de bon sens et de ne pas intellectualiser. Ce sont des sujets qui sont accessibles à tous, en fait. À partir du moment où on se questionne sur ce qu'on veut proposer comme principe d'accompagnement de la personne âgée en perte d'autonomie, nous, le choix qui a été fait, c'est on a un domicile, on a une approche qui est domiciliaire, peu importe le lieu de vie. Et bien derrière, on se pose les questions de fond, c'est quoi un domicile? Et comment on adapte la manière d'accompagner les gens autour de cette idée-là? Et ça, ce sont des sujets qui ne sont pas intellectualisés à outrance, ce sont des sujets très pragmatiques. On a des démarches très itératives où on teste des choses, on essaye, c'est empirique, ça fonctionne pas, on en tire les conséquences en équipe, et puis on garde ce qui fonctionne bien. Ouais. Et vraiment, ça, c'est un message important à passer. La question de l'innovation, elle est accessible à toutes les structures. Il faut simplement, à un moment donné, se questionner sur ce qu'on a envie d'apporter, ce qui est important, en tout cas pour une personne âgée en perte d'autonomie aujourd'hui. Et, euh, et derrière, on teste des choses. Il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une norme. Je crois qu'il faut vraiment sortir de ça, et plutôt il faut favoriser en fait la réflexion collective sur le terrain, permettre de trouver des solutions nouvelles qui sortent du cadre, qui nous permettent de faire un pas d'écart aussi par rapport à ce qui est aujourd'hui le modèle. Et ben, je pense que c'est un très bon mot de la fin. Merci, Alors, merci Rémi. à Et toi. puis, bah, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.